Bonjour tout le monde, Émilie Stern, psychologue au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, dans un service qui s'occupe vraiment des troubles de sommeil comorbides à des troubles psychiatriques. Et c'est vrai qu'on a beaucoup d'insomnie qu'on traite essentiellement par thérapie cognitivo-comportementale pour le traitement de l'insomnie. Donc c'est vraiment de ce traitement dont je vais parler aujourd'hui, mais qui peut être pour toute personne souffrant d'insomnie. C'est-à-dire que c'est vraiment un traitement que nous ensuite on adapte à une population qui peut avoir des comorbidités psychiatriques, mais ce serait globalement le même traitement en population non comorbide, un trouble psychiatrique. Donc je vais revoir avec vous un petit peu les grands points de définition de comment fonctionne le sommeil. Donc je pense que vous l'avez pas mal vu depuis ce matin. Donc ce sera peut-être des redites qui vous permettront de tout savoir par cœur. Mais je vais revoir quand même brièvement, histoire d'être sûr qu'on parle le même langage et qu'on ait la même vision du fonctionnement du sommeil et de ce qu'est l'insomnie. Je vais ensuite vous définir ce qu'est la thérapie cognitivo-comportementale de manière générale et ensuite plus précisément la TCCI, donc la thérapie cognitivo-comportementale pour le traitement de l'insomnie. Donc tout d'abord, il faut vraiment faire attention quand on parle de sommeil ou de troubles de sommeil, c'est qu'il y a énormément d'idées reçues. Il y a beaucoup de croyances erronées. Il y a beaucoup de choses qu'on peut même entendre ou lire dans les médias qui ne sont pas forcément vraies. Donc ça va être vraiment important déjà de prendre conscience de ces idées fausses qu'on pourrait avoir et de voir comment fonctionne réellement le sommeil. Donc avant tout, sachez que vous avez tous un sommeil qui est propre à vous. Il n'y a pas une heure idéale, il n'y a pas un temps de sommeil idéal. On va tous avoir un besoin de sommeil différent, on va tous avoir un chronotype qui est propre à nous, c'est-à-dire est-ce qu'on est un petit peu plus du soir, un petit peu plus du matin, est-ce qu'on est un petit peu des deux. C'est normal aussi de se réveiller la nuit, c'est-à-dire qu'une nuit normale et fonctionnelle n'est pas forcément une nuit en un seul bloc sans réveil. Donc voilà, ça c'est vraiment les points importants à retenir. On a tous un sommeil unique qui est propre à nous, il n'y a pas de normes à respecter. Le sommeil, ça fonctionne comment? Donc il y a toujours une petite période d'endormissement. Et ensuite, on va rentrer dans ce qu'on appelle un sommeil lent léger, puis un sommeil lent profond, et ensuite le sommeil paradoxal. Le sommeil lent, ça va être vraiment la récupération physique, la consolidation de la mémoire, ce genre de choses. Le sommeil paradoxal, ça va davantage être la gestion des émotions, les rêves, les cauchemars. On a toujours du sommeil lent léger, du sommeil lent profond, du sommeil paradoxal dans un cycle, et un cycle, ça dure environ 90 minutes. Le nombre de cycles, ensuite, dépend de nous. C'est-à-dire, il y a des gens, ils vont avoir besoin de dormir environ 4 heures, des gens, ils vont avoir besoin de dormir environ 10 heures. C'est vraiment propre à nous, mais les cycles fonctionnent de la même manière, durent environ 1 heure et demie. On aura plus de sommeil lent profond en début de nuit, plus de sommeil paradoxal en fin de nuit, mais tout au long de la nuit, on aura toujours un petit peu des deux. C'est pour ça que si on arrive à dormir 1 heure et demie, on aura la quantité de sommeil lent profond dont on a besoin pour pouvoir être en forme physiquement et récupérer. Donc même une personne qui ne dormirait qu'1 heure et demie aura, même si elle peut être fatiguée le lendemain, même si elle peut être un petit peu plus irritable le lendemain ou des choses comme ça, elle aura quand même, on va dire d'un point de vue physiologique, récupéré suffisamment pour pouvoir vivre acceptablement. Donc déjà, c'est quand même rassurant aussi de savoir ça, que même 1 heure et demie, ça peut être suffisant. Cette heure-et-demie-là, donc le premier cycle peut arriver à n'importe quelle heure. Ce n'est pas forcément à 20 heures, ce n'est pas forcément à 22 heures. C'est-à-dire si notre premier cycle arrive à 4 heures du matin, ce sera notre premier cycle, voilà, quelle que soit l'heure à laquelle on a. Donc, entre chaque cycle, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'entre chaque cycle, on va avoir un micro-réveil, ce qui est normal. On n'en a pas forcément conscience. Donc, certaines personnes vont avoir conscience de se réveiller un petit peu, de se rendormir, d'autres pas du tout. Ce qui est problématique, c'est si ce micro-réveil-là devient un vrai réveil, qu'on en a vraiment conscience et que ça dure longtemps et qu'on a du mal à se rendormir. Là, on parlera d'insomnie. Mais c'est normal d'avoir des micro-réveils pendant la nuit. Le fonctionnement du sommeil, donc vous avez dû voir ça beaucoup ce matin. Il y a deux processus qui vont être en interaction. Vous allez avoir l'horloge biologique. Donc, c'est vraiment un processus sur 24 heures qui va nous indiquer quand est-ce que c'est le matin et quand est-ce que c'est le soir. Nous, on va essayer de s'aider de synchroniseurs externes pour vraiment aider cette horloge à se synchroniser. C'est-à-dire pour vraiment lui indiquer quand est-ce que ça va être le matin et quand est-ce que ça va être le soir. Les synchroniseurs, ça va être la lumière, ça va être l'activité physique, ça va être l'alimentation, ça va être les interactions sociales. C'est-à-dire qu'on va essayer vraiment de donner le plus d'informations à notre horloge biologique dès le matin et des synchroniseurs forts. C'est-à-dire que dès qu'on se réveille, on ouvre les volets pour lui dire c'est bon, c'est la journée, il y a de la lumière, on mange un petit peu, on a des interactions, etc. Notre horloge, elle va vraiment comprendre que c'est le matin. Et c'est comme ça ensuite qu'elle comprendra sur 24 heures, elle pourra se synchroniser, etc. C'est pour ça aussi qu'on parle de régularité des rythmes. C'est-à-dire que plus on va être régulier dans nos rythmes, plus on aura nos synchroniseurs à la même heure et plus on va les éteindre le soir à la même heure.
et plus notre horloge sera synchronisée parce que ce sera un petit peu tout le temps pareil. Le deuxième processus en interaction, ça s'appelle la pression de sommeil. C'est-à-dire que tout au long de la journée, on va avoir la pression de sommeil, c'est-à-dire l'envie de dormir qui va augmenter. Cette pression de sommeil est censée débuter le matin et puis tout au long de la journée, on ressent un petit peu de fatigue, on a envie de dormir de plus en plus jusqu'au soir où on est censé s'endormir. Ces synchroniseurs, enfin pardon, pas ces synchroniseurs, mais cette envie de dormir va augmenter tout au long de la journée, sauf si on va à l'encontre de cette pression de sommeil. Donc par exemple, si on fait une sieste en plein milieu de l'après-midi, ça fait baisser cette pression de sommeil. Donc pour que ça remonte, il sera plus tard. Donc c'est pour ça qu'on potentiellement s'endormira plus tard. Ou si le soir, on a beaucoup de stimulation, par exemple, ça peut aussi aller à l'encontre de cette pression de sommeil et donc avoir un endormissement moins facile. Donc ça, c'est vraiment le fonctionnement du sommeil normal. L'insomnie, c'est quoi? Donc vraiment, pour que ce soit une insomnie chronique et pour que ce soit un trouble de l'insomnie, on va parler d'au moins 3 mois et au moins 3 fois par semaine. Et ça peut être une insomnie d'endormissement, donc on a des difficultés à s'endormir. Ça peut également être à rester endormi, c'est-à-dire qu'on va avoir un petit réveil ou un micro-réveil la nuit, et par contre, on va avoir du mal ensuite à se rendormir. Un réveil trop précoce, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas nos besoins de sommeil. Voilà, on est réveillé trop tôt, on devrait se rendormir, on va dire, si on suivait nos besoins de sommeil, on ne se rendort pas. Ou alors, tout fonctionne entre guillemets normalement, mais on a l'impression que ce n'est pas suffisant, que le sommeil n'est pas récupérateur, qu'il est de mauvaise qualité, on n'est pas suffisamment fort et pourtant on aurait dû respecter nos besoins de sommeil. On va dans l'insomnie chronique, on observera beaucoup de répercussions la journée. Donc, de la répercussion sur la fatigue, sur la somnolence, sur la gestion des émotions, on peut être plus irritable par exemple, des problèmes de concentration, des problèmes de mémoire. Il peut y avoir beaucoup de répercussions sur notre vie personnelle, notre vie professionnelle, etc. Il y a 3 grandes causes de l'insomnie. Il va y avoir 3 facteurs qui peuvent expliquer une insomnie. Donc, il va y avoir les facteurs prédisposants. C'est-à-dire qu'on va être plus à risque d'en développer une. Ça ne veut pas dire qu'un jour, on va développer une insomnie. Ça veut seulement dire qu'on a peut-être un petit peu plus de risque que quelqu'un d'autre. Donc, ça va être, par exemple, le fait d'être une femme, l'âge, des vulnérabilités génétiques. Il va y avoir ensuite ce qu'on appelle les facteurs précipitants. Donc, ça, c'est ce qui pourrait potentiellement développer une insomnie transitoire. Surtout si on a un facteur prédisposant, donc qui augmente la probabilité de chance de développer une insomnie. Ça peut être tout et n'importe quoi, un stress, un décalage horaire, un changement d'heure, le fait de devoir travailler la nuit, les saisons, changer de traitement, arrêter un traitement, débuter un nouveau traitement. Enfin, il peut y avoir vraiment énormément de raisons qu'on développe une insomnie transitoire. Mais ce qui explique pourquoi cette insomnie transitoire devient réellement problématique, se pérennise dans le temps et devient une insomnie chronique, c'est les facteurs pérennisants. Et ça, vraiment, qu'on va voir là maintenant et ce qu'on travaillera ensuite en TCC, c'est les facteurs qui pérennisent cette insomnie, c'est-à-dire des stratégies qu'on a mises en place qui ne sont pas forcément adaptées, qui vont être contre-productives, parce qu'en fait, on fait ce qu'on peut, c'est-à-dire qu'on ne dort pas, donc on fait ce qu'on peut, et malheureusement, parfois, ce n'est pas forcément les bonnes stratégies. Donc, il va falloir réapprendre les bons comportements. Il va y avoir aussi les fausses croyances qu'on voyait tout à l'heure, c'est-à-dire où on va croire qu'il faut faire ça, ou qu'on devrait avoir ça, voilà, tout ça peut pérenniser l'insomnie. Évidemment, tout l'aspect émotionnel dont on reparlera, mais dont vous parliez aussi un petit peu tout à l'heure avec l'hypervigilance, c'est-à-dire voilà, tout ce qui va se passer, tout ce qui va nous envahir d'un point de vue émotionnel, l'anxiété, tout ce qui peut nous empêcher de dormir. Et c'est pour ça qu'on parle du cercle vicieux de l'insomnie, c'est-à-dire que cette insomnie transitoire, au lieu de s'arrêter de retomber à la normale une fois que tout va mieux et que le facteur de stress est passé ou que le décalage horaire, c'est bon, on s'est habitué ou que ce facteur-là est fini, pourquoi on s'installe dans une insomnie chronique? Parce qu'en fait, on va perdre confiance dans le sommeil. Vu qu'on va perdre confiance dans le sommeil, on va essayer de mettre en place des choses qui ne vont pas forcément fonctionner ou qui vont fonctionner au début, mais qui au final vont pérenniser le trouble, comme par exemple faire des siestes ou prendre des somnifères, ou même par exemple, on va avoir des gens qui vont boire de l'alcool en se disant ça va m'assommer. Nous, ce qu'on sait, c'est que l'alcool, ça va modifier la macrostructure du sommeil, donc justement, il n'y aura peut-être plus toute cette récupération, on n'aura peut-être pas un sommeil aussi récupérateur, mais la personne, elle fait ce qu'elle peut. Il va y avoir tous ces comportements-là qui vont être mis en place, qui vont pérenniser du coup ce trouble. Et puis, il va y avoir tout ce qui va avec d'un point de vue cognitif et émotionnel. Donc, c'est-à-dire toutes les pensées qu'on va avoir. Je ne vais encore pas dormir. Ça va être comme d'habitude. C'est énervant, c'est irritant, ça me stresse, je suis anxieuse, etc. Et ça va être tout ça qui va prendre beaucoup de place et qui va du coup encore plus nous empêcher de dormir. C'est-à-dire, on va être au lit, on va stresser, on va se dire plein de choses, etc. Donc, on dormira encore moins. Donc, on va se dire, j'avais raison, j'ai pas dormi. Et donc, on va continuer à faire ce qu'on essayait de faire. Donc, par exemple, à se dire, je vais récupérer en faisant des siestes, je vais rien faire de la journée
Comme ça, je vais récupérer, mais du coup, si on fait rien de la journée, la pression de sommeil augmente, donc on a moins de chances de s'endormir. Enfin, voilà. C'est tous ces petits comportements, toutes ces pensées, toutes ces émotions qui vont se mettre en place et qui vont expliquer pourquoi on rentre dans ce cercle vicieux-là alors qu'il n'y a plus de raison, en fait. Pourquoi on continue à ne pas dormir ou à avoir un sommeil non récupérateur. Donc ça, c'était vraiment le sommeil. Les thérapies cognitivo-comportementales, de manière globale, qu'est-ce que c'est? Donc, les TCC, c'est une forme de psychothérapie. Donc, ce que disait Charles tout à l'heure, mais c'est validé par la recherche scientifique. Il y a eu énormément d'études dessus. Vous avez des méta-analyses, vous avez des essais randomisés contrôlés, vous avez des études cliniques, vous avez eu vraiment sur tous les sujets. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les TCC sont validés pour de nombreux troubles. Donc, ça va être validé pour les anxiétés, pour les troubles anxieux, pour les troubles dépressifs, pour les addictions, pour les phobies, pour vraiment tout plein de choses. Pas forcément avec le même protocole, mais toujours avec le même concept, qui est qu'il y a 3 composantes essentielles qui sont toujours en interaction et qui expliquent un comportement, un trouble, un symptôme. Ça va être les comportements, les cognitions, donc la manière dont on traite l'information, et les émotions. Et en fait, les TCC partent du principe qu'on a appris un comportement qui n'est pas forcément le plus adapté. Et donc, il va falloir réapprendre un comportement plus adapté afin d'obtenir ce qu'on souhaite. Donc, traiter tel trouble ou ne plus réagir de manière phobique à tel stimulus ou des choses comme ça. Historiquement, il y a eu 3 grandes phases qui ont mené à vraiment à ces 3 composantes de la TCC telles qu'on l'utilise aujourd'hui. Donc, c'est d'abord les travaux des comportementalistes, c'est-à-dire comment on va modifier un comportement. Et ça va se baser sur des modèles d'apprentissage et des modèles de conditionnement. Donc, les 3 grands noms vraiment du comportementaliste, c'est Pavlov, Skinner et Bandura. Pavlov, généralement, il est un petit peu connu. C'est celui qui faisait les expériences, par exemple, sur le conditionnement où on allait donner de la nourriture à un chien et puis à chaque fois qu'on allait lui donner sa nourriture, on allait faire sonner une cloche. Donc, le chien, il allait saliver. Et puis, à terme, le chien, il a tellement été conditionné à saliver quand il y avait la nourriture de la cloche qu'on va enlever la nourriture. On va juste faire le son de cloche et il va saliver. Et donc ça, c'est vraiment comment on aurait conditionné ce chien à saliver alors qu'il n'en aurait aucune raison, un son de cloche qui n'a rien à voir avec la nourriture, parce qu'on aurait associé en fait à ces 2 éléments. Skinner, c'est un peu la suite, ça va être ce qu'on appelle le conditionnement opérant. Il va s'intéresser à, par exemple, pourquoi on va reproduire certains comportements quand il y a un renforcement positif, donc une récompense, et à l'inverse, pourquoi on va avoir tendance à éviter certains comportements quand il y a une punition, ou quand on a un renforcement négatif d'une autre manière qu'une punition. Le terme, ça va Skinner, être ça marche punition. bien sur les enfants, non? Skinner, c'est bien pour les Ouais. enfants, c'est ça? Voilà, faire saliver son enfant. Non, mais c'est des choses qu'on retrouve dans l'apprentissage, dans l'éducation. C'est tout à fait. Tout à fait. Et Bandura, du coup, lui, ça va être autre chose qu'on peut utiliser pour l'éducation de ses enfants, mais ça va être l'apprentissage en mimant, c'est-à-dire en observant les autres et en reproduisant ce qu'ils font. Donc, si nos parents sont géniaux, on a plus de chances d'être génial. Et à Bandura, c'est vraiment cet apprentissage-là vraiment plus social, on va dire. Et on peut très bien voir pourquoi les thérapies comportementales peuvent exister pour de nombreux troubles, comme par exemple les phobies, où en fait on va apprendre que, je dis n'importe quoi, pour reprendre l'exemple du chien, on va apprendre qu'un chien peut être dangereux, on va être très phobique du chien, et en fait on va faire ce qu'on appelle une thérapie d'exposition, où progressivement on va s'habituer à ne plus avoir peur du chien, c'est-à-dire d'abord on va seulement l'imaginer, puis on va seulement l'entendre, puis on va le voir mais de très loin, puis voilà, pour vraiment réapprendre qu'il n'y a pas de danger et qu'on a associé un danger à un stimulus qui n'était pas forcément dangereux. La deuxième phase, donc qui rejoint la deuxième composante principale des TCC, c'est des travaux notamment d'Aaron Beck, qui est vraiment le grand nom des TCC. Ça va être tous les travaux sur la cognition, le traitement de l'information, quelle représentation on va avoir de quelque chose. Par exemple, le fait qu'on va avoir des schémas automatiques, des pensées automatiques, des pensées dysfonctionnelles parfois, des distorsions cognitives qui vont expliquer pourquoi on va traiter certaines informations d'une certaine manière, ne pas traiter une autre information, traiter une autre d'une autre manière. C'est-à-dire que, par exemple, dans le cas d'une insomnie, on pourrait très bien seulement retenir en mémoire les informations qui vont confirmer notre croyance. Donc, par exemple, toutes les nuits, on va mal dormir et avoir moins en mémoire, avoir moins d'accès à l'information qui pourrait aller à l'encontre de cette croyance. Donc, par exemple, les nuits où on dort bien, ou les jours où on est moins fatigué,
ou les jours où la nuit qui a été difficile n'a pas forcément eu d'impact en journée. Donc, c'est-à-dire que ça va être vraiment comment on va traiter l'information pour confirmer la croyance erronée qu'on pourrait avoir et comment tout ça se fait de manière automatique. Donc, par exemple, une personne déprimée va avoir peut-être une tendance à l'auto-évaluation et à retenir toutes les informations négatives, toutes les informations qui vont confirmer une croyance erronée sur elle ou qu'elle n'est pas suffisamment bonne, mais par contre ne verra pas tout ce qu'elle fait de bien ou ne verra pas toutes les informations positives. Ça, c'est vraiment tous les travaux cognitifs. Et la dernière phase, c'est vraiment beaucoup plus récent. Et ça va être tous les travaux plus sur les thérapies émotionnelles. Donc, par exemple, Stephen Hayes avec la thérapie d'acceptation, où en fait, il va partir du principe que le problème, ce n'est pas forcément les émotions négatives ou les pensées qu'on pourrait avoir, mais c'est la place qu'elles prennent. Donc, on va apprendre à accepter ça, à accepter des pensées négatives, à accepter des événements négatifs, et à prendre un petit peu plus de distance pour ne pas se laisser envahir. Essayer de changer un peu la relation qu'on va avoir avec les choses, avec les pensées, avec ses émotions, pour ensuite peut-être mieux pouvoir les gérer. Et c'est là qu'on va avoir des thérapies comme la pleine conscience, donc le mindfulness dont vous avez peut-être entendu parler, des techniques de relaxation aussi pour faire baisser l'émotion pour ensuite pouvoir mieux la gérer. Et c'est toujours moins dysfonctionnel que de l'évitement en fait. C'est-à-dire que de faire une pause émotionnelle et de faire baisser l'émotion est beaucoup plus adapté, on va dire, que d'éviter un événement ou d'éviter une émotion. Donc ça, c'était vraiment les TCC globales. Maintenant, comment on utilise donc, toutes ces théories-là, donc comportementaliste, cognitiviste et émotionnelle, dans le traitement de l'insomnie, c'est vraiment la TCCI, donc la thérapie cognitivo-comportementale pour le traitement de l'insomnie. C'est très spécifique. Donc la TCCI, c'est le traitement de référence pour l'insomnie, c'est-à-dire chez l'adulte, vraiment pour le trouble d'insomnie chronique chez l'adulte, donc plus de 3 mois, au moins 3 fois par nuit, un problème d'endormissement, un réveil précoce, des réveils la nuit ou un sommeil non récupérateur avec des répercussions la journée. C'est la TCCI. Donc après, voilà, ça peut se faire de manière globale. Donc c'est ce qu'on fait dans notre centre. On a vraiment des thérapies de groupe en 4 sessions. Ça peut être fait de manière individuelle. Parfois, c'est 4 sessions. Parfois, c'est 8 sessions. C'est-à-dire que le protocole peut évoluer, mais vous allez toujours avoir les mêmes éléments dedans. Donc tout le temps, une partie de psychoéducation. Donc un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure, mais comment fonctionne le sommeil, qu'est-ce que c'est l'insomnie, qu'est-ce que c'est le cercle vicieux de l'insomnie, etc. Toute une partie recommandations comportementales. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des synchroniseurs élevés le matin, comment faire pour avoir une meilleure efficacité de sommeil, c'est-à-dire passer moins de temps au lit, donc tout ça, on va le revoir. Des techniques de relaxation, donc vraiment pour cette partie émotionnelle. Une thérapie cognitive, qu'on reverra aussi en détail avec les principaux outils, et toujours un agenda de sommeil. Et c'est l'outil agenda de sommeil qui va un petit peu guider aussi la thérapie cognitivo-comportementale pour le traitement de l'insomnie. Donc ça, c'est l'agenda que nous, on a. Ça ressemble toujours globalement plus ou moins à ça. C'est-à-dire que la personne, au moins sur 2 ou 3 semaines, va noter l'heure à laquelle elle se couche. Donc par exemple, lui, il se couche à 23h30, mais il ne s'endort pas avant 2h du matin. Ensuite, il va se réveiller à 8h, mais il va rester au lit jusqu'à 10h. Donc déjà, on peut voir que sur 10 heures passées au lit, vu qu'en plus, il a un réveil la nuit qui dure une petite heure, donc tout ça, c'est subjectif. On ne demande pas à la personne de remplir ça la nuit, hyper stressée, parce que le but, c'est de prendre de la distance aussi avec son sommeil. Mais c'est voilà, globalement, l'impression qu'elle a eue de sa nuit. Et donc, on peut voir que cette personne-là passe 10 heures au lit, mais ne dort que 5 heures. Donc, en fait, son sommeil est efficace à 50%. Donc, c'est pour ça, on va le revoir, mais que dans ensuite les recommandations comportementales, on va lui proposer de passer moins de temps au lit pour avoir une efficacité de sommeil à 100%. C'est-à-dire que si elle se couchait seulement à 2 heures et qu'elle sortait du lit à 8 heures, son sommeil serait à plus de 85% d'efficacité, ce qu'on considère très acceptable. Donc, on va vraiment utiliser cet outil-là pour comprendre non seulement l'efficacité de sommeil de cette personne, mais aussi, si on l'a sur 2-3 semaines, on va pouvoir voir est-ce qu'elle est régulière. Est-ce que parfois elle se couche à telle heure, mais parfois elle se couche à telle heure, et puis parfois elle s'endort là, et puis parfois elle se réveille là. Est-ce que la semaine elle est là, mais le week-end elle est là. Enfin voilà, ça va nous permettre d'avoir énormément d'informations pour ensuite voir d'un point de vue purement comportemental sur quoi on peut jouer. Donc oui, pardon, la psychoéducation, c'est vraiment une partie qu'on va utiliser tout au long de la thérapie, mais c'est toujours bien d'avoir une partie au début où vraiment on explique à la personne le fonctionnement du sommeil, les cycles du sommeil, les phases du sommeil, la fonction du sommeil, qu'est-ce que c'est l'insomnie. Parce que ça peut déculpabiliser, que ça peut déjà changer certaines croyances qu'on peut avoir sur le sommeil, que ça peut rassurer. Par exemple, une personne, quand elle apprend qu'1 heure et demie peut suffire,
Ça ne veut pas dire qu'elle ne sera pas fatiguée, mais peut suffire. Ça peut être très rassurant déjà de se dire, bon, d'un point de vue physiologique, ça va. Donc voilà, c'est juste le fait de réapprendre le fonctionnement, de comprendre comment les choses fonctionnent. C'est-à-dire de savoir que oui, forcément, si je reste au lit toute la journée, ma première interaction, elle est à 17h, et puis après, j'ai pas de lumière. Et puis, enfin, voilà, de comprendre aussi qu'il y a des raisons qui peuvent pérenniser son trouble et que on peut reprendre le contrôle dessus. Donc ça, déjà, c'est une partie qui est très importante. Ensuite, il y a tout l'aspect comportemental, donc basé sur les synchroniseurs, c'est-à-dire comment je peux donner le plus d'informations dans l'horloge biologique que c'est le matin et étendre un peu tout ça le soir. Donc voilà, tout ce qu'on disait tout à l'heure, et je pense que vous avez déjà beaucoup vu depuis ce matin, mais favoriser les interactions sociales le matin, la lumière le matin, l'alimentation. Essayer au contraire le soir de ne plus avoir trop de stimulation, donc arrêter le café avant une certaine heure, ne pas essayer de ne pas pratiquer de l'activité physique le soir, éviter de faire des siestes la journée, avoir des horaires réguliers, voilà, donc tout ce qu'on a vu. Après, tout ça, c'est des recommandations. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la même chose pour tout le monde. Donc, c'est-à-dire qu'une personne qui est extrêmement sensible à la lumière, l'aspect lumière, c'est très important pour lui. Quelqu'un, au contraire, qui n'a pas une sensibilité très forte à la lumière, ce ne sera pas forcément la priorité de travailler sur cet aspect-là. Pareil, c'est-à-dire qu'on va dire éviter la lumière bleue le soir. Maintenant, une personne pour qui la télévision ou la lumière bleue apporte vraiment de la relaxation, lui permet de prendre de la distance avec sa journée, de se détendre et au contraire facilite l'endormissement, on ne va pas forcément lui dire de l'arrêter. C'est-à-dire qu'il faut juste avoir conscience de comment fonctionnent les choses pour ensuite voir qu'est-ce qui va être adapté pour qui, de quelle manière et pourquoi. Ou du moins, si je décide de sortir le soir, de boire beaucoup d'alcool, d'avoir une énorme interaction sociale, juste de savoir que ça peut potentiellement avoir un impact sur mon sommeil, que si je ne dors pas, c'est pas que je suis cassée ou que je suis brisée ou que je suis malade, c'est juste que j'ai décidé de sortir et que voilà, c'est un impact, mais c'est un choix que je fais et c'est pas grave et c'est acceptable. Dans cette partie comportementale, donc on va se fixer un objectif qu'on va essayer de respecter, donc voilà, qui peut être basé sur la régularité des rythmes. Donc, par exemple, l'agenda de sommeil qu'on venait de voir, ça va être si cette personne c'est 8 heures, et elle devra se réveiller et sortir du lit tous les jours à 8 heures. On peut décaler ensuite le week-end d'une ou 2 heures, mais c'est vraiment essayer d'être le plus régulier possible pour vraiment bien se resynchroniser. Et on va aussi travailler donc, la restriction de temps passé au lit pour déjà avoir une meilleure efficacité de sommeil. C'est-à-dire si on dort 5 heures, on ne passe que 5 heures au lit. Et ensuite, pour contrôler le stimulus, c'est-à-dire pour avoir une association positive à son lit. Si on passe trop de temps au lit sans dormir, et si le soir, c'est forcément l'enfer parce qu'on a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, etc., on va avoir vraiment une représentation très négative du coucher, de la nuit, de son lit, ce qui explique aussi pourquoi beaucoup de personnes qui ont un trouble d'insomnie chronique vont avoir aucune difficulté à s'endormir ailleurs que chez eux, ou en journée, ou peut-être même parfois au cinéma, ou des choses comme ça, parce qu'en fait, c'est vraiment que le trouble est aussi conditionné par la représentation qu'ils vont avoir du coucher, de la nuit, du lit, de chez eux, etc. Donc pour changer ça, on veut vraiment avoir une association nuit, lit, sommeil. C'est-à-dire que le lit, c'est fait que pour dormir, qu'on ne dort que dans son lit et seulement la nuit. Donc c'est pour ça aussi qu'on va demander aux personnes, lorsqu'elles se réveillent la nuit, si ça dure plus de 15 minutes, par exemple, de sortir du lit et de faire une activité relaxante jusqu'au moment où ils vont observer des signaux de somnolence qui pourront ensuite retourner se coucher. S'ils se rendorment, tant mieux. S'ils ne se rendorment pas, il faudra ressortir du lit, etc. Pour vraiment retravailler cette association-là, pour ne faire que dormir au lit la nuit. La partie cognitive, ça va être vraiment identifier les pensées automatiques ou les croyances erronées ou les schémas dysfonctionnels qu'on pourrait avoir ou quoi, pour ensuite trouver des alternatives à tout ça. On va vouloir aussi identifier les émotions associées, c'est-à-dire si je suis au lit, je me dis oh là là, je vais encore pas dormir, du coup ça va me stresser, ça va prendre beaucoup de place. Et vu que je suis stressée, je vais me dire je vais encore moins dormir, et donc je dors encore moins. Et c'est là qu'on comprend bien le cercle vicieux de l'insomnie. C'est-à-dire que c'est vraiment tout est en interaction. Il n'y a pas que les comportements, il n'y a pas que les pensées, il n'y a pas que les émotions, c'est tout qui marche un petit peu ensemble. Et ça va être de prendre conscience de ces pensées-là, des émotions associées, comprendre pourquoi ça peut pérenniser le trouble, et essayer ensuite de travailler ces pensées-là. Donc ça peut être des pensées automatiques sur le sommeil, mais pas forcément. C'est-à-dire que quand on parle d'hypervigilance, ce n'est pas forcément j'ai peur de ne pas dormir. Ça peut être aussi toute la journée qui revient, ça peut être je fais ma liste de courses. Voilà, ça va être de retravailler en fait tout ce qui nous arrive et tout ce qui nous envahit un petit peu pour faire en sorte que ça nous envahisse un petit peu moins. Et là, on va utiliser vraiment un outil très, très réputé qui s'appelle les colonnes de Beck
on utilise vraiment pour beaucoup de choses, où en fait, on va vraiment de manière Émilie, très on a une simple. petite question Ah et oui, peut-être que je pardon, pense que je c'est le vois pas moment les de... Non, questions en fait, je suis désolée. mais c'est pas grave, je suis là pour ça, t'inquiète pas. Et je pense que on va y répondre maintenant parce que ça va, c'est un peu dans le sujet, et plutôt pour revenir là-dessus. C'est Valérie qui nous pose une question. Combien de temps peut-on tolérer d'être au lit avant de l'endormissement? Et c'est une très très bonne question. J'ai pas compris dire combien de temps peut-on Combien de temps tolérer? peut-on tolérer de rester au lit avant de s'endormir, hein? Alors, combien de En temps, fait, nous, effectivement, on peut accepter le temps d'endormissement moyen? après, nous, ce qu'on va conseiller, après, voilà, encore tout dépend si on a des troubles du sommeil ou pas. Quelqu'un qui a aucun trouble du sommeil, j'ai envie de dire, c'est pas juste, mais il fait ce qu'il veut. Après, nous, ce qu'on va conseiller, c'est quand même de ne pas aller au lit avant l'apparition des signaux de somnolence. Il va y avoir tout un travail aussi pour apprendre à repérer les signaux de somnolence. C'est-à-dire, logiquement, on est censé s'endormir assez rapidement. Euh, notre pression de sommeil, elle augmente. On va se coucher au moment où on est censé globalement aller se coucher parce que c'est très régulier. Et on s'endort parce qu'on a les yeux qui piquent, la température qui commence à changer, qu'on baille un petit peu, on pique du nez, etc. Et donc, ça vient un peu naturellement. Par exemple, si on arrive à identifier, je dis n'importe quoi, mais qu'on a un besoin de sommeil de 8 heures et qu'on a une heure de lever fixe à 8 heures, on n'ira pas se coucher avant minuit de toute façon. Donc, quand on ira se coucher, on est censé s'endormir parce que la pression de sommeil sera arrivée à son maximum. Je ne sais pas si je réponds un peu ou pas, mais ouais. Pardon, je vais pas rallumer le micro. Oui, c'est bon. Une autre question, mais à propos de l'hypnose, mais peut-être que tu vas y venir après sur des techniques. Mais ouais, qu'en est-il de l'hypnose? C'est une technique qui peut être utilisée également. Après, ce n'est pas forcément dans la TCC. Ça peut être une pratique qu'on peut faire en plus ou en complément. Ça veut dire que c'est comme, par exemple, la pleine conscience. Ce n'est pas forcément une pratique qu'on va faire en TCC, mais c'est une pratique qu'on peut faire en complément. Et ça va vraiment dépendre de la personne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont pratiquer l'auto-hypnose, par exemple, parce que ça va les aider à se détendre. Il y a des personnes pour qui ça va pas du tout être adapté. Enfin, c'est vraiment, Ouais, enfin, ça peut être un c'est pas que c'est outil du cas en par cas. fonction de. Je pense que c'est une notion de personnalisation du traitement dans le cadre de la Tout à TCC. fait. Et il y a des outils qui peuvent être complémentaires et associés. L'hypnose ou l'auto-hypnose peut en faire partie, comme la sophrologie, hein. On parle aussi de la sophrologie. Là, il y a Hélène qui pose la question de la sophrologie. Ça peut faire partie, hein. Alors, après, c'est complète. C'est toi qui dois me reprendre. Mais enfin, voilà, il y a une notion de personnalisation et puis de traitement qui s'associe à ça. Et tous ces outils-là, avec plus ou moins de valeur scientifique, mais l'auto-hypnose en a, la sophrologie en a, sont des vrais compléments à la TCC. Oui, tout à fait. En fait, c'est qu'il faut juste comprendre pourquoi on fait les choses. C'est-à-dire que si on identifie que notre insomnie chronique est liée, par exemple, à l'hypervigilance et que l'hypnose peut nous aider à ça, ou si, enfin, en fait, c'est vraiment, tant qu'on sait pourquoi on fait les choses et qu'on comprend le fonctionnement, j'ai envie de dire, on pourrait presque tout faire. Enfin, j'ai pas envie de dire des bêtises, mais voilà. Après, voilà, c'est-à-dire que quelqu'un pour qui c'est pas adapté, c'est totalement contre-productif. Donc, c'est vraiment c'est du cas par cas. Mais c'est vraiment de la personnalisation du traitement pour le coup, hein, vraiment. C'est-à-dire que même pour les recommandations comportementales, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure, mais quelqu'un, enfin, je me rappelle, on a déjà eu des patients, par exemple, qui faisaient du sport le soir, alors qu'ils avaient des insomnies d'endormissement, mais ils nous expliquaient que ça valait le coup. C'est-à-dire que pour eux, le sport, vraiment, ça allait les détendre, et que ça allait vraiment être hyper bénéfique, ça allait apporter beaucoup de plaisir et qu'il y avait plein d'émotions positives. C'était beaucoup plus important que le synchroniseur de l'activité physique le soir qui augmente la température. Donc, c'est vraiment, tout est du cas par cas et il faut juste le savoir. Il faut juste savoir que ça peut avoir un impact. Voilà. Donc, c'est le cas, je pense, à peu près pour tout. Colonne de bec. Donc, les colonnes de bec, c'est vraiment identifier, ça rejoint un peu ce qu'on dit, mais c'est vraiment identifier les pensées, les émotions associées, et ensuite réussir à venir avec des alternatives. Donc, par exemple, je me réveille la nuit, je vais me dire, je dois dormir pour être en forme demain, je vais encore être fatiguée, je vais passer une journée pourrie, je n'arriverai pas à faire tout ce que je dois faire, je vais rater ma vie. Enfin, voilà, il y a toujours en plus une escalade de la pensée, c'est-à-dire qu'il y a une pensée à la base qui est j'ai peur que ça passe comme d'habitude, peut-être, mais ensuite, ça peut aller très, très loin. Et ça peut prendre beaucoup, beaucoup de place. Et là, il va y avoir beaucoup d'émotions associées. Donc, on peut être en colère, on peut être irrité, on peut être anxieux, on peut avoir peur, on peut vraiment. Et puis, parfois, il y a un mélange de tout. Et puis ensuite, ça peut nous faire penser à ça, qui ensuite déclenche telle émotion. Enfin, voilà. C'est-à-dire que ça peut vraiment s'emballer assez rapidement. Et cet outil-là va nous aider vraiment à identifier qu'est-ce qui vient en premier
Et comment je fais pour jouer là-dessus? Donc, trouver une alternative à cette première pensée avant que ça aille encore plus loin. Et donc, par exemple, on peut se dire, en fait, j'ai déjà plein d'expériences où je me suis rendormie sans problème. Ou alors, se rappeler que même si on dort qu'une heure et demie, ça suffit. Ou alors, se dire que même les fois où finalement je ne me suis pas rendormie, où j'ai passé une nuit pourrie, c'était la cata, j'ai quand même pu fonctionner. J'ai quand même pu avoir d'interactions sociales, j'ai quand même pu travailler, j'ai quand même pu me lever, j'ai quand même pu faire plein de choses. Donc, voilà, c'est un petit peu pour faire baisser cette pression. C'est-à-dire, c'est vraiment trouver la pensée qui va changer, trouver l'alternative à cette pensée pour qu'ensuite l'émotion disparaisse ou du moins diminue et ne nous envahisse plus. Et si ça ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas la bonne alternative. Il faudra en trouver une autre. Donc celle-là, c'est pareil, ça va dépendre des gens. Il y a des gens, ça va être plus un mantra où ils vont tout le temps se dire tout va bien, par exemple, des choses comme ça pour te rassurer. Il y a des gens, ça va être sur l'expérience passée. Il y a des gens, ça va être basé sur des faits scientifiques. Enfin voilà, c'est qu'est-ce qui fonctionne pour vous personnellement. Et c'est là que nous, on va aider le patient à trouver la pensée la plus adaptée pour remplacer, on va dire, celle qui peut être anxieuse, mais c'est vraiment lui aussi qui va venir avec ses propres solutions. C'est vraiment, encore une fois, un travail qui est très personnel et très personnalisé, quoi. Et donc, en conclusion de tout ça, on peut très bien voir pourquoi les TCC sont le traitement de référence, parce qu'en fait, c'est vraiment le traitement qui va jouer sur ces facteurs d'interaction. C'est-à-dire l'insomnie qui est transitoire, qui s'est pérennisé pour des comportements et des stratégies, des pensées qui prennent beaucoup de place, des émotions qui nous envahissent. Et en fait, les TCC vont nous permettre de jouer un petit peu sur tous ces facteurs, de réapprendre les bons comportements, mais aussi de répondre aux pensées automatiques, aux émotions qui prennent beaucoup de place, etc. Comme je disais tout à l'heure, ça a été vraiment prouvé efficace. Ça fait longtemps maintenant, mais c'est vraiment continuellement encore prouvé efficace dans les méta-analyses, sur différentes sortes de patients, sur différentes comorbidités. C'est-à-dire qu'une personne qui a une insomnie chronique, mais aussi une personne qui a une insomnie et une comorbidité psychiatrique ou une comorbidité médicale ou un autre trouble de sommeil, par exemple. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça explique pourquoi c'est le traitement de référence, le traitement le plus recommandé pour l'insomnie chronique chez l'adulte et pourquoi ça fonctionne. C'est-à-dire que même l'observation clinique, je peux vous le dire, ça fonctionne très très bien. Donc voilà. Merci beaucoup, Émilie. Il y a une petite question là par rapport au travail décalé, au travail de nuit. La prise en charge, elle peut également se faire pour des gens qui souffrent d'insomnie dans le cadre de ce travail-là. Et comme je pense, en tout cas, Émilie va répondre, mais c'est une personnalisation du traitement, donc c'est ça qui est important. Alors, du coup, je vais voir les questions. Il y a la TCC valable pour l'hypersomnie également. Est-ce qu'on peut utiliser la TCC dans l'hypersomnie? Ah, bonne question. On le fait. Ici, c'est vrai que par exemple, notre groupe de TCC, pour le traitement de l'insomnie, on va aussi avoir des patients qui souffrent d'hypersomnie. Parce qu'en fait, c'est un fonctionnement qui peut être similaire. C'est-à-dire qu'il il y a des stratégies, des comportements qui ne sont pas forcément les plus adaptés. Il y a beaucoup de pensées. Il y a des émotions qui prennent beaucoup de place. C'est les mêmes facteurs qui sont en interaction. Après, ce n'est pas forcément les mêmes et pour les mêmes raisons. Mais ça se rejoint beaucoup. Et c'est vrai que c'est le même fonctionnement de sommeil. C'est-à-dire qu'il va falloir trouver une heure fixe de lever, etc. Ça peut aider. L'hypersomnie, c'est vrai que c'est compliqué. Effectivement, on en parle encore moins que l'insomnie et c'est assez complexe. Bien sûr. Et après, c'est vrai que comme pour l'insomnie, c'est-à-dire qu'on ne va pas... il y a aussi un diagnostic différentiel à faire, c'est-à-dire s'assurer qu'il n'y a pas une autre explication à cette hypersomnie ou à cette insomnie. Parce que là, dans ce cas-là, effectivement, à la TCC, ce n'est pas forcément le traitement le plus adapté. Mais quand on est vraiment un trouble chronique, un trouble d'insomnie chronique, c'est vraiment, on est sûr que c'est ça va être le traitement le plus adapté, pareil pour l'hypersomnie. Si c'est vraiment, s'il n'y a pas une autre explication qui prendrait le dessus, on va dire. Ok, alors là, la question de Jessica, justement, rebondit par rapport à exactement ce que j'allais dire. J'ai dit, mais alors, si je comprends bien et si j'écoute un peu tes propos, on sait que, tu sais où je veux en dire là, on sait que la TCC, c'est la référence dans le traitement de l'insomnie. Et ça, depuis, c'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs qu'on le sait, c'est dans les documents, les recommandations de la prise en charge, depuis près de 10 ans, 15 ans, on sait que c'est ça. Et que c'est pas le médicament qui va prendre en charge l'insomnie. Et comment trouve-t-on un praticien de TCC? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on n'utilise pas la TCC aujourd'hui pour traiter sur 30% de la population française qui souffre d'insomnie? La réponse est simple, c'est qu'il n'y a pas assez de personnes formées en fait. Il n'y a pas assez de personnes qui le proposent, mais ça arrive peu à peu. C'est-à-dire que maintenant, on va dire que pour les cas les plus graves, c'est horrible, mais c'est toujours comme ça. C'est-à-dire que là, on va dire c'est la priorité, ça va être les cas les plus graves, les comorbidités, toutes ces choses-là.
qui sont pris en charge. On en entend de plus en plus parler, il y a de plus en plus de recherches, c'est de plus en plus... voilà, on en parle maintenant dans des journées de sensibilisation du sommeil. Enfin, voilà. Après, c'est qu'il manque, il manque en fait de gens formés, mais les gens sont de plus en plus formés. Enfin, je pense qu'il faut rester optimiste là-dessus. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça nous a pris un petit peu de temps pour y arriver qu'on ne va pas y arriver. Il faut être peut-être un petit peu patient encore et puis demander. C'est-à-dire qu'on n'y pense pas forcément. Mais après, j'imagine que par exemple, un thérapeute qui est formé dans la TCC du trouble anxieux serait tout à fait capable de se former très rapidement à la TCC pour le traitement de l'insomnie. Donc, c'est aussi peut-être en communiquant là-dessus, en osant demander à son autour de soi. Bien sûr. J'ai Et pas de alors, réponse idéale. plus concrètement, bien sûr, non, mais c'était un peu pour, voilà, pour ouvrir la discussion et pour être un peu plus concret, normalement, dans chaque centre du sommeil, hein, qui sont présents généralement tous les CHU, vous avez des centres du sommeil, hein, vous allez sur le site de la SFRMS, vous allez retrouver les centres du sommeil. Et là, ils auront généralement leur TCCiste, entre guillemets, qui seront référents chez eux. Donc, eux, ils pourront après vous orienter, vous orienter. Donc, moi, je vous conseille plutôt de passer par un centre du sommeil qui va vous orienter après vers un praticien. Par exemple, voilà, c'est Séverine, hein, on a parlé tout à l'heure, bah, un centre TCC sur Toulouse. Et donc, c'est les praticiens autour qui l'orientent. Et Émilie, elle fait partie donc, de l'hôpital Bichat, qui est un centre du sommeil. Donc voilà, c'est plutôt cette porte-là. Donnez-vous les médicaments en TCCI. Est-ce que Alors, quelle est la place du médicament? ça ne va pas être quelque chose qu'on va faire dans la thérapie cognitivo-comportementale. Maintenant, évidemment, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir qui prennent déjà ces médicaments. Parce que, encore une fois, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des praticiens de TCC pour l'insomnie partout. Donc, il y a un moment, on ne va pas se laisser souffrir en attendant de trouver quelqu'un. Donc, forcément, les gens ont fait ce qu'ils ont pu. Après, ça ne va pas forcément être l'objectif de l'arrêter tout de suite. On ne va pas dire aux gens, voilà, vous rentrez en TCC, arrêtez de prendre vos médicaments que vous prenez depuis 30 ans. Ça peut être un bénéfice secondaire. C'est-à-dire, une fois qu'ils reprennent confiance dans le sommeil, une fois qu'ils apprennent qu'en fait, ils n'ont pas tant besoin de ce médicament, parce que c'est une grosse croyance qu'on va retrouver aussi automatique, qui va être si je n'avais pas mes médicaments, je ne dormirais pas du tout, j'en ai besoin, il n'y a que ça qui me permet de dormir. Voilà. Il va falloir revenir là-dessus aussi, c'est-à-dire de ne pas supprimer la seule chose ça a une représentation tellement importante pour la personne qu'on ne va pas le supprimer. Par contre, on ne va pas le conseiller non plus. Voilà. On fait ce qu'on peut, et puis après, si on arrive à faire 100, bah, tant mieux. Mais ça ne va pas être l'objectif premier non plus de la thérapie, quoi. Merci beaucoup, merci à tous pour votre Merci participation. beaucoup. Merci beaucoup, Émilie, encore une fois. N'hésitez pas, le lien sera disponible en replay la semaine prochaine sur notre site. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la suite, pour ceux qui continuent à nous suivre tout au long de la journée on va parler de la sieste, on va parler de la douleur, on va parler de chronobiologie, on va parler de travail de nuit, d'horaire décalé aussi cet après-midi. Donc voilà, merci beaucoup et puis je vous souhaite un bon déjeuner et je vous dis à bientôt.